Bonjour à tous et bienvenue dans le programme d'aujourd'hui. Nous sommes rejoints par le colonel Douglas McGregor. Bienvenue dans le programme. Heureux d'être ici, Glenn. Les 100 premiers jours de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine touchent à leur fin et les États-Unis ont préparé cet accord de paix. Sinon, s'il n'est pas accepté, les États-Unis pourraient se désengager complètement de cette guerre. Du moins, c'est ce que disent J.D. Vance et Marco Rubio. L'accord a été rapidement rejeté par Zelensky et les Européens ont ajouté qu'ils ne reconnaîtraient jamais la Crimée comme russe. Maintenant, comment interprétez-vous cela? Quelle est selon vous la signification de tout cela? Je ne suis pas sûr que les Européens soient même pertinents à ce stade. Je ne pense pas que Moscou soit terriblement préoccupé par eux. Je pense que l'idée même des États-Unis agissant comme un médiateur de bonne foi est absurde. Sans nous, il n'y aurait pas eu de guerre du tout. Alors comment expliquez-vous le rôle américain qui commence vraiment? Larry Johnson m'a envoyé une note ce matin. Il a dit qu'il avait commencé à examiner tous les exercices impliquant l'Ukraine et les forces de l'OTAN à partir de 2007. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils deviennent de plus en plus fréquents et intenses au fil du temps. Donc l'anti-russe ou l'hostilité envers la Russie était en quelque sorte intégrée bien avant l'arrivée de Trump. Et je ne pense pas qu'il ait compris dès le début que c'était vraiment pas à lui de régler quoi que ce soit dans la région. Vous savez, il n'est pas un médiateur honnête du point de vue russe. Maintenant, je pense qu'ils ont été très polis avec lui et l'ont laissé tourner en rond et essayer de faire des choses. Mais en fin de compte, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'il en ressorte quelque chose. Vous savez, la question est, pourquoi prêteriez-vous attention au président Trump à ce stade? Parce que où a-t-il été sur ces questions? Il n'a jamais été une voix forte pour mettre fin à la guerre, jamais une voix forte pour la paix. Il y est venu progressivement, puis a fait des déclarations scandaleuses qu'il ne pouvait pas transformer en réalité, qu'il pourrait tout régler en un jour. Eh bien, c'est absurde. Je pense que cela reflète les suppositions qu'il continue de faire sur qui nous sommes dans le monde aujourd'hui. Cela reflète ce manque de compréhension que nous vivons vraiment dans un monde multipolaire, que nous ne sommes en aucun cas la seule superpuissance. Et si c'est le cas, nous sommes perçus comme très faibles et hésitants à ce stade, en particulier sur le plan économique. Donc je ne suis pas sûr que les Russes soient surpris. Il peut être surpris. Et donc maintenant, l'équipe de Trump veut couvrir ses traces et en quelque sorte sauver la face et prétendre que, eh bien, vous savez, ces Ukrainiens ne veulent tout simplement pas travailler avec nous. Allez, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Je pense donc que nous allons maintenant cesser d'interférer, j'espère. Vous savez, dans quelle mesure le président Trump et son équipe contrôlent la CIA est très discutable. Et Ratcliffe, l'homme qui est là-bas, est un néoconservateur. Donc je ne sais pas ce que la CIA fait réellement, et je pense que c'est quelque chose sur lequel Trump devrait se concentrer et découvrir avec Tulsi Gabbard. Parce que je ne vois tout simplement pas que nous faisons un virage net dans une direction particulièrement nouvelle. Nous faisons juste semblant d'avoir un rôle à jouer. Et parce que les Ukrainiens ne nous aiment plus, ou quelque chose comme ça, nous partons. Nous ramassons nos jouets, quittons le bac à sable et allons jouer ailleurs. Eh bien, comme vous l'avez dit, les États-Unis jouent un rôle étrange, car ils ont été un participant clé dans cette guerre depuis le début, depuis le renversement du gouvernement. Et bien sûr, comme nous l'avons appris de l'article du New York Times, les États-Unis ont été très présents et au centre de la planification de la guerre. Mais en même temps, Trump et son équipe se présentent comme les médiateurs qui essayent simplement de faire en sorte
que tous les Européens, les Russes et les Ukrainiens parviennent à un accord. C'est un exercice d'équilibre intéressant. C'est un peu déroutant aussi avec cela. Mais quelle est alors la stratégie plus large? S'il n'y a pas de règlement politique ici, quelle est la prochaine étape pour les États-Unis? Je demande simplement parce que si Trump décide de redoubler d'efforts et de mettre plus de pression sur la Russie, alors en quoi ces politiques sont-elles différentes de celles de Biden? Et à cet égard, il ne peut vraiment pas prétendre que ce n'est plus sa guerre. Parce qu'en ce moment, comme vous l'avez dit, ce sont des armes et des renseignements américains qui sont utilisés pour tuer des Russes. Alors, combien de temps peut-on prétendre être un médiateur s'il n'y a pas de paix à établir? Je pense que ce sont des questions légitimes. Je pense que nous devons réaliser que les États-Unis n'ont pas de stratégie. Maintenant, ce n'est pas entièrement un nouveau développement. Soyons francs. Une fois la guerre froide terminée, c'était plus un effort pour maintenir notre hégémonie politique, militaire et économique qu'autre chose. Et nous pensions que la façon de le faire était de menacer, d'intimider et d'intervenir. Cela n'a pas très bien fonctionné. Pendant ce temps, nous avons largement ignoré nos propres problèmes économiques. Vous savez, nous aimons blâmer la Chine pour tout ce qui ne va pas en ce moment économiquement, mais les Chinois ne sont pas venus ici en grand nombre pour exiger que nous déplacions nos industries en Chine. Ils ont peut-être été les bénéficiaires de cela, mais nous avons permis que cela se produise parce que les personnes du secteur privé ont vu d'énormes profits pour elles-mêmes et se souciaient peu des États-Unis. C'est donc un problème entièrement distinct. Les gens se plaignent des Chinois parce qu'ils disent « Eh bien, ils ont volé la propriété intellectuelle, ils ont volé ceci. » Eh bien, les Chinois font cela depuis quelques milliers d'années, comme les Japonais, les Coréens et d'autres vous le diront. Et c'est notre faute parce que nous les avons admis dans les laboratoires, les universités et les laboratoires gouvernementaux, etc. Que nous attendions-nous à ce qu'il se passe? Je veux dire, nous sommes les auteurs de notre propre malheur, disons-le ainsi. Mais personne ne veut l'admettre, surtout pas Donald Trump. Et donc je pense qu'en ce moment, il n'y a pas d'autre stratégie que de dire « Eh bien, nous allons punir ces Chinois », ce qui bien sûr ne fonctionne pas très bien. Si quelqu'un est puni à ce stade, c'est nous par nos propres actions. Alors quelle est la stratégie? Quels sont nos intérêts? Vous voyez, il devient très difficile de définir vos véritables intérêts stratégiques lorsque de puissants lobbies prennent ces décisions pour vous. Et en ce moment, le lobby israélien est aux commandes, et c'est lui qui définit quels sont nos intérêts stratégiques plus larges, pas les Américains. Et puis vous avez le genre de complexe militaro-industriel, congressionnel, qui consiste à se financer et à s'enrichir. Eux aussi ont un impact énorme sur la conduite de la politique. C'est pourquoi j'ai dit, au lieu de faire ce qu'il fait, je pense qu'il serait bien avisé de découvrir s'il a ou non un quelconque contrôle au sein de son propre gouvernement. Que se passe-t-il à l'intérieur de la CIA? Que se passe-t-il à l'Agence de sécurité nationale? Que se passe-t-il sur le terrain, au département d'État, le cas échéant? La vérité est que je pense que le département d'État est de plus en plus irrélevant. C'est une relique du début du XXe siècle. Il ne semble avoir aucun impact du tout. Et je pense que Rubio est presque indiscernable de Blinken à tous les égards importants. Je ne sais pas combien de fois j'ai parlé avec des délégations, des personnes de l'étranger, qui cherchaient à entrer en contact avec l'administration Trump, et toutes ont levé les mains de dégoût et se sont éloignées du département d'État, ne voyant aucun intérêt à leur parler. Cela laisse donc le département de la Défense. Et le département de la Défense est évidemment en complète désorganisation.
Tout cela est un non-sens auto-infligé. Mais je ne pense pas que quoi que ce soit va changer tant que nous ne verrons pas la crise financière se développer et l'économie s'effondrer, ce qui, je pense, n'est pas loin maintenant. Eh bien, voyez-vous une lutte de pouvoir au sein de l'administration Trump? Parce qu'il semble qu'il y ait des néoconservateurs et certains partisans de l'Amérique d'abord. Nous avons vu cela avec les frappes au Yémen, que J.D. Vance a dit « Eh bien, vous savez, ce n'est pas notre guerre. » Et puis vous aviez les néoconservateurs qui poussaient en avant. Vous voyez maintenant la même chose avec l'Iran. Certains semblent favoriser la guerre, tandis que d'autres sont très prudents. En Ukraine, je suppose que cela était surtout évident avec la proposition de Witkoff par rapport aux propositions de Keith Kellogg, qui étaient très différentes. Alors, est-ce une lutte de pouvoir ou est-ce simplement Trump qui est dispersé sans stratégie? Je pense que c'est le plus gros problème. Le président Trump est dispersé et sans stratégie. Maintenant, je n'ai pas vu beaucoup de preuves que les vice-présidents signifient beaucoup dans le contexte de notre système politique. Vous savez, en Grande-Bretagne, ils parlent du roi ayant un héritier et ensuite un remplaçant. Eh bien, nous avons un remplaçant. Le remplaçant s'appelle le vice-président. Je ne vois pas beaucoup de preuves que le président Trump écoute ce que J.D. Vance a à dire. Je ne sais pas s'il écoute quelqu'un, mais certainement pas beaucoup J.D. Vance. Il vient juste d'assigner à J.D. Vance une nouvelle tâche, le soi-disant tsar des tarifs. Quelle position terrible à occuper. Je veux dire, c'est comme Kamala Harris à la frontière. Tu sais, ils lui ont donné ce truc. Et bien sûr, elle n'a absolument rien fait. Et c'était, je suppose, le véritable but. Mais elle était sans importance. Et je pense qu'à ce stade, J.D. Vance va être ce tsar des tarifs. Que va-t-il faire? Le cheval a quitté l'écurie. Va-t-il sortir, capturer le cheval, le ramener et l'enfermer? Non, je ne pense pas. Cette affaire de dispute au sein de l'administration, il a toujours eu, chaque fois qu'il était président auparavant, des personnes dans son administration qu'il a nommées et avec lesquelles il n'était pas d'accord. C'est monumental stupide si vous essayez réellement d'accomplir quelque chose. Mais nous revenons à la question de savoir, qu'essayons-nous d'accomplir? Et je pense que le président Trump et son cercle rapproché ont été très concentrés sur l'obtention d'une victoire pour le patron. Nous devons sortir et obtenir une victoire pour le président. Comment faire de cela une victoire? Et cela nous a entraînés dans le non-sens en Ukraine. Il n'y a pas de victoire là-bas pour nous. Nous n'aurions jamais dû être dans cette situation. Donc la chose intelligente pour lui dès le début aurait été de dire « Regardez, je n'ai pas soutenu cela, je ne voulais pas cela. Donc, je mets fin à toute aide future à l'Ukraine et je retire toutes les troupes américaines, les agents de renseignement, les conseillers et tout le monde d'Ukraine dans les 48 à 72 heures. Oubliez ça. Partez. » Les Européens auraient alors râlé et grogné, mais il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire à ce sujet. Nous savons ce que valent les Européens militairement en l'absence des États-Unis. Pas grand-chose. Et cela remonte à la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, nous n'avions pas de stratégie en tant que telle pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avions jamais eu d'intérêt pour la destruction du Japon. Nous n'avions jamais eu d'intérêt pour la destruction de l'Allemagne. Alors, que faisions-nous? De quoi s'agissait-il avec cette reddition inconditionnelle? Pourquoi bombardions-nous tout le monde jusqu'à l'âge de pierre? Nous l'avons fait parce que nous pouvions le faire. Aucune réflexion n'a été faite sur ce qui se passe lorsque les armées japonaises sont retirées de Mandchourie et de Corée. Qui comble le vide? Que se passe-t-il si vous forcez l'établissement militaire allemand à se rendre et le détruisez? Eh bien, vous ouvrez les vannes au communisme et à Staline.
Aucune pensée, aucune imagination, un échec complet de l'imagination et une haine idéologiquement motivée qui fait toujours partie de la manière américaine de faire la guerre. Il faut remonter à Wilson, qui décide soudainement de transformer le vieux Kaiser Wilhelm en une sorte de figure satanique maléfique. C'est absurde, vous savez, de donner un sens quelconque à tout cela. Et quel était notre intérêt dans la Première Guerre mondiale? Voulions-nous vraiment juste sauver les banques en Angleterre et à Paris? Sommes-nous simplement en train de sauver des impérialistes? Pourquoi y sommes-nous allés? Quel était notre intérêt là-dedans? Aucune de ces questions n'a jamais été posée intelligemment. Nous sommes donc très pauvres en termes de développement de stratégie. Il n'y a pas d'état final en tête. L'état final est la destruction de l'Allemagne. Le Japon est détruit. Nous avons gagné. Cela nous a coûté quoi? 50 ans. Et des milliers de milliards de dollars nous ont contraints à rester à l'étranger, dans des endroits où nous ne voulions pas être. Alors nous voici 80 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, et de quoi parlent les gens? Du retrait des forces. Cela va arriver parce que nous avons cet autre problème, mais à savoir la mauvaise gestion de l'économie et la crise financière qui se développe. Rappelez-vous qu'une des promesses faites dans le contexte des tarifs, en privé, était que nous sommes le grand marché. Tout le monde a besoin de nous. Personne ne peut vivre sans nous. Et une fois que nous faisons ces choses, le capital étranger affluera dans nos marchés de la trésorerie, parce que c'est ainsi que nous nous finançons. Le capital étranger afflue, achète les bons du trésor, et c'est ainsi que nous finançons notre gouvernement, parce que nous ne pouvons pas autrement combler le déficit des dépenses. Le problème est que nous n'avons plus la base manufacturière que nous avions autrefois. Nous n'avons pas l'opportunité d'employer des dizaines de millions de personnes aujourd'hui comme nous le faisions autrefois. Et c'est le problème avec les immigrants illégaux. Il y a 51 millions de personnes qui sont illégalement aux États-Unis. Eh bien, comment vivent-elles? Qui paye pour leurs soins de santé, leur éducation? Qui supporte la violation généralisée des lois et la criminalité? Eh bien, c'est nous, mais à un moment où nous ne pouvons pas nous le permettre. C'est tout simplement au-delà de nos moyens. Donc il n'y a pas de stratégie, point. Et je pense que tout est impulsif. Trump se réveille et dit « Je veux m'en prendre à ces Chinois ». D'accord, tout le monde à bord. Et c'est parti. Puis quelqu'un revient quelques jours plus tard et dit « Ce n'est probablement pas une bonne idée ». Alors comment en sortir? Eh bien, on ne peut pas simplement dire qu'on avait tort et qu'on a fait une erreur. C'est impossible. Donc je pense que votre question est légitime. Je n'ai pas de bonne réponse parce que je ne vois aucune stratégie. Je n'ai vu aucune stratégie sous Biden. Je n'ai vu aucune stratégie nulle part, certainement depuis la fin de la guerre froide. Et même cela était d'une utilité discutable. Je veux dire, c'était cette affaire de confinement. Mais le confinement est ensuite devenu une opportunité d'intervenir dans un endroit comme l'Asie du Sud-Est et le Vietnam, ce qui n'avait aucun sens. Cela n'avait rien à voir avec les Soviétiques. C'est une comparaison intéressante, car pendant la Première Guerre mondiale, la diabolisation de l'Allemagne est presque devenue un substitut à une stratégie. En effet, Henry Kissinger a fait une remarque similaire à l'époque. Eh bien, je ne me souviens plus quand c'était. Il a écrit que la diabolisation de Vladimir Poutine n'était pas une stratégie. C'est devenu une excuse pour ne pas en avoir une, effectivement. Il semble donc que la haine des adversaires ne nous mène nulle part. Mais regardez ensuite les personnes qui profitent de ces choses. Sont-elles derrière cela? Ont-elles un rôle dans tout ça? Je veux dire, je pense qu'elles le font probablement. Je pense que les banquiers, les financiers, ils ont absolument un rôle dans cela. Et les affaires sont bonnes pour eux. Je veux dire, leur point de vue est, c'est l'ancienne expression,
la guerre est la santé de l'État. Et c'est ainsi qu'ils le voient. Chaque fois que nous partons en guerre, nous gagnons de l'argent. Le fait que nous puissions perdre des milliers de milliards dans le processus et tuer des dizaines de milliers de personnes, rien de tout cela n'a d'importance. L'essentiel est que nous profitons de tout. Le marché boursier s'envole. Vérifiez tous les investissements dans les 5 grandes industries de la défense. Tout va très bien. Eh bien, quelle serait votre stratégie alors? Parce que vous êtes un colonel à la retraite de l'armée américaine. Vous avez parlé à Trump dans le passé. Vous êtes le PDG de Our Country, Our Choice. Avez-vous développé des réflexions sur la direction que vous pensez que les États-Unis devraient prendre, notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'Ukraine et l'Europe? Devraient-ils simplement se découpler? Ou comment voyez-vous une meilleure approche ou une meilleure politique américaine pour, je suppose, s'adapter à ce nouveau monde multipolaire? Eh bien, je pense que le premier point de toute stratégie américaine, et je pense que cela finira par arriver parce que nous allons simplement être financièrement ruinés et n'aurons pas le choix, est la défense hémisphérique. En d'autres termes, nous devrions défendre l'hémisphère occidental, nos intérêts dans l'hémisphère occidental, ainsi que notre empire continental. Vous savez, les gens parlent de l'empire. Nous sommes un empire. L'empire a été construit de l'Atlantique au Pacifique, et cela aurait dû suffire. Nous savons tous maintenant que pour diverses raisons, nous avons été séduits pour rejoindre les Britanniques dans la course à l'empire, et cela nous a entraînés dans la guerre hispano-américaine et à Porto Rico, Cuba, les Philippines et toutes ces choses. Mais je pense que le numéro 1 est la défense hémisphérique. Numéro 2, nous avons un intérêt à faire des affaires avec tout le monde. Cette affaire de traiter les pays comme des ennemis permanents, en particulier les pays qui ne sont pas nécessairement d'accord avec nous sur toutes nos positions politiques, est catastrophique. Nous n'avions pas cette opinion avant la Première Guerre mondiale. Nous avions tendance à considérer les endroits du point de vue de ce que cela nous apporte. Pourquoi devrions-nous être impliqués en Chine? Y a-t-il un intérêt stratégique vital particulier qui justifie notre présence là-bas? Ces questions n'ont pas été posées depuis de nombreuses années. Je soutiendrai qu'aujourd'hui, nous avons un intérêt stratégique vital à réduire considérablement notre profil à l'étranger. Et la manière dont nous le faisons est très importante. En d'autres termes, peut-être vous ne coupez pas simplement le cordon et ne ramenez pas tout le monde à la maison. Cela peut ne pas être la meilleure façon de le faire. Vous pourriez vouloir le faire sur une période de 3 ou 4 ans de manière progressive, mais pour cela, vous devez avoir le contrôle de votre gouvernement. Vous devez avoir un état final, stable et à long terme que tout le monde comprend et s'efforce d'atteindre. Nous n'avons pas cela. Donc vous savez, quand Trump était président la première fois, en privé, il pensait en ces termes. Il disait, pourquoi après 70 ans sommes-nous encore en Corée? Vous savez pourquoi après 70 ans sommes-nous encore en Europe? Que faisons-nous en Allemagne? Que faisons-nous, vous savez, au Japon? Et ainsi de suite. Je veux dire, il posait ces questions. Et bien sûr, la réponse néoconservatrice des personnes qui profitent de toute cette politique désastreuse, c'était « Oh, nous devons être là ». Si nous ne sommes pas là, le monde s'effondrera. Tout le monde se battra les uns contre les autres. Nous sommes la clé de voûte et l'édifice de la Pax Americana. Eh bien, c'est juste des bêtises. Vous savez, cela ne va pas nécessairement se produire. Et en ce moment, c'est pourquoi nous avons l'air particulièrement impuissants. Vous savez, personne en Asie n'est intéressé par une guerre sauf nous. Vous vous asseyez avec les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens, et ils discuteront de leurs voisins et de leurs réflexions. Mais personne ne voit de guerre imminente avec la Chine. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas du tout peur des Chinois militairement.
Maintenant, ils sont préoccupés par le marché massif de la Chine, son économie massive, sa base de fabrication massive. Mais la solution asiatique n'implique pas de bombarder la Chine pour s'en débarrasser. Ils cherchent des moyens de coopérer et de limiter la Chine dans certaines restrictions, comment chaque partie travaille avec l'autre. Nous ne pensons pas en ces termes. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Et c'était le problème après le 11 septembre. Si vous retournez écouter George Bush, c'était son message. Soit vous êtes avec nous, soit contre nous. En vérité, la plupart des endroits, la plupart du temps, sont neutres. Et nous devrions nous en réjouir. Mais cela vous ramène à la vraie question. Quel est le métier de l'Amérique? Et le métier de l'Amérique a historiquement été le commerce. Vous savez, George Washington, lorsqu'il a quitté la présidence, a dit « Donnez à cette nation 20 ans de paix, et nous deviendrons si forts économiquement que personne dans le monde n'osera jamais nous défier. » Eh bien, il avait raison. Et pendant que nous avons pris cette position, nous avons eu beaucoup de succès. Les gens nous aimaient. Vous savez, nous étions des personnes populaires. Ce sont toutes ces interventions dans des endroits qui ne nous concernent vraiment pas. Nous n'avons aucun intérêt stratégique, historique ou vital, de quelque nature que ce soit en Ukraine, encore moins dans l'Est de l'Ukraine. Vous auriez pu faire valoir cet argument si vous étiez assis à l'OTAN. En fait, j'ai suggéré que ça soit communiqué en privé aux Russes. Bien sûr, personne ne l'a fait. La plupart des Américains ne comprennent pas cela, même les gens du département d'État et du DOD. De quoi parlez-vous? J'ai dit, vous savez, que se passe-t-il à l'est du fleuve Dniepr? Cela ne fait pas partie de l'Occident. Ça ne l'a jamais été. Kiev, pendant la majeure partie de son existence, certainement après que les Mongols l'ont détruite en 1240, Remorse Toast pour l'Occident, ce fleuve Dniepr. Et la République des deux nations a contrôlé cela pendant des siècles. C'est pourquoi l'Ukraine occidentale est radicalement différente de la Russie. C'est pourquoi la langue est différente. C'est pourquoi de nombreux mots utilisés ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi la population est génétiquement différente. Donc le point est que personne ne pensait en ces termes. C'est ainsi que pensaient les gens prudents, comme Bismarck. Vous savez, quand le ministre des Affaires étrangères russe a dit « Nous voulons le contrôle du Bosphore » en 1869, et a demandé à Bismarck « Vous savez quelle sera la position de l'Allemagne à ce sujet ?» Il a dit « Eh bien, nous n'avons aucun intérêt dans le Bosphore. » Vous savez, cela ne nous fait aucune différence, qui le contrôle finalement tant que le commerce peut y passer. Mais Bismarck était très intelligent et il comprenait que les Britanniques seraient horrifiés parce que la dernière chose qu'ils voulaient était qu'une flotte russe sorte de la mer Noire pour entrer en Méditerranée, ce qui pourrait mettre en péril le contrôle britannique du canal de Suez. En fin de compte, c'est pourquoi il n'y a pas eu de guerre entre la Russie et l'Empire ottoman, car les Britanniques sont intervenus. Et encore une fois, les Russes sont retournés voir les Allemands et ont dit « Eh bien, si nous faisons la guerre là-bas, nous soutiendrez-vous » Et encore une fois, la réponse a été « Vous savez, nous n'allons pas mener une guerre dans les Balkans. » Je veux dire, les Allemands n'ont aucun intérêt là-bas. Nous devons revenir à une réflexion plus rationnelle et prudente et mettre de côté l'émotion. Mais aujourd'hui, tout est émotion. Et encore une fois, tout est impulsif. Vous voyez que c'est aussi le défi en Ukraine, car je trouve, surtout en Europe, la rhétorique émotionnelle fascinante. Tout le monde semble reconnaître que la guerre est en train d'être perdue. Ils reconnaissent que la situation va empirer chaque jour que nous attendons. C'est aussi un fait que la majorité des Ukrainiens veulent des négociations. Mais si vous dites à quelqu'un, « Eh bien, peut-être devrions-nous négocier la fin de cette guerre », alors vous savez que vous êtes probablement un agent russe ou un propagandiste pour Poutine.
Je veux dire, c'est extraordinaire, l'incapacité d'avoir des conversations rationnelles de nos jours. Les gens supposent simplement que si vous continuez à combattre la Russie, alors c'est anti-russe, ce qui signifie que c'est de facto pro-Ukraine. Je veux dire, il y a une pensée très simpliste en cours. Et oui, l'insistance sur le fait que tout était non provoqué, que les Russes n'étaient pas provoqués, qu'ils veulent restaurer l'Union soviétique, tout cela. C'est juste qu'il y a des sentiments très forts construits autour de cela. Et si quelqu'un s'y oppose, il est essentiellement perçu comme prenant le parti des Russes contre nous. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés à cette rhétorique très émotionnelle et simpliste, mais ce n'est pas très propice à la diplomatie. Cependant, Eh bien, je pense que les gens ont perdu leur peur de la guerre, ce qui est une énorme erreur. C'est le numéro 1. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai vécu en 1995. J'avais été envoyé à Sarajevo et j'ai fini par parcourir toute la Bosnie-Herzégovine. Après environ 35 jours, j'ai été ramené à Dayton pour aider à dessiner les cartes des nouvelles frontières pour la Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, et ainsi de suite. En d'autres termes, comment résoudre cela? Et je me souviens d'avoir discuté avec un Norvégien par la suite. Et le Norvégien a dit quelque chose que les Américains disaient, que toutes sortes de gens disaient. Eh bien, vous savez, ces Serbes, Croates et Bosniaques, ils parlent tous effectivement la même langue. Il n'y a pas de différence entre ces gens. C'est ridicule. Ils sont tous effectivement les mêmes personnes. Et j'ai regardé cet homme et j'ai dit, eh bien, ils ne le pensent pas, donc ils ont le droit de voter. Et deuxièmement d'ailleurs, y a-t-il une raison particulière pour laquelle la Norvège devrait exister? Quelle est la différence entre la Norvège, la Suède et le Danemark? Pourquoi ne sont-ils pas tous un seul pays? Cela semblerait certainement avoir beaucoup de sens pour moi. Eh bien, vous pourriez imaginer que, eh bien, c'est faux. Non, non, non. Les Norvégiens sont très différents des Suédois. D'accord, très bien. Donc les Serbes, les Croates et les Bosniaques sont tous les mêmes, mais les Norvégiens et les Suédois sont fondamentalement différents. C'est le genre de, quel est le bon mot, stupidité maligne qui est répandue en Europe. La première chose est d'apprendre un peu d'humilité, respecter les opinions des autres et ce qu'ils pensent. Arrêter de traiter ces choses comme si elles étaient sans importance. Nous faisons cela tout le temps. Nous sommes allés au Vietnam, nous n'avons pas compris ce qui s'y passait. Personne n'a compris quoi que ce soit sur le plan militaire. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, quand nous bombardions l'Allemagne et le Japon à outrance, l'amiral Leahy, qui est malheureusement peu apprécié, était l'amiral qui agissait effectivement comme conseiller militaire principal pour FDR. Il avait été chef des opérations navales. Roosevelt le connaissait depuis des années quand Roosevelt était secrétaire adjoint de la marine, et il a convoqué pendant la guerre Arnold, qui était chef des forces aériennes de l'armée et chef de toutes les forces armées, Marshall, à la Maison-Blanche. Et dans la pièce, il a eu une discussion privée. Et il a dit, c'est fin 1943, il a dit, « Que faites-vous en Allemagne et au Japon ?» Et ils ont dit, « Que voulez-vous dire, que faisons-nous » Il a dit, « Ne réalisez-vous pas que vous détruisez ces pays ? Et après la fin de la guerre, nous voulons vivre avec ces gens. Vous rendez cela impossible. » Et Arnold et Marshall étaient comme, « De quoi parlez-vous ? On nous a dit de détruire l'Allemagne et le Japon. » Alors c'est ce que nous faisons. Pas de réflexion, pas de nuance. Et ce n'est pas entièrement de leur faute, car ils n'ont reçu aucune orientation des plus hauts niveaux. Roosevelt n'y a pas réfléchi. Alors voici Leahy, qui essaie de traverser ce gouffre où il n'y a aucune compréhension, pour amener ses généraux à s'asseoir et à remettre en question ce qu'ils font,
et à essayer de penser à où nous voulons être quand la guerre se terminera. Maintenant, juste pour votre information, les Britanniques ont toujours compris ce qu'ils voulaient quand la guerre se terminerait, un empire plus grand. Et donc, chaque fois qu'ils avaient une conférence avec nous pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, quel était le focus? Agrandir l'empire britannique. Alors ils cherchaient tous les champs pétrolifères, tous les ports, tous les gisements de minéraux, toutes les mines. Ils avaient des cartes. Ils savaient ce qu'ils voulaient quand la guerre s'est terminée. Ils voulaient contrôler toutes ces choses. Maintenant, mon point est que personne ne pense en ces termes. Et je ne préconise pas une guerre dans laquelle nous devrions capturer les gisements minéraux d'autres personnes ou quoi que ce soit d'autre. Bien au contraire. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici même au Canada et aux États-Unis. Le Canada est très riche en terres rares et presque tout le reste auquel vous pouvez penser. Nous devrions faire des affaires florissantes avec eux. Nous avons des choses dans notre pays que nous n'avons pas développées. Mon point est qu'il n'y a pas de réflexion. C'est un énorme manque d'imagination, un échec de l'imagination. Donc tout tourne autour de la destruction et du contrôle total, et ce n'est pas raisonnable. Cela mène au désastre. Et je pense que certes, nous sommes sur la route où nous sommes. Mais que faites-vous avec un président comme le président Trump qui dit « Je soutiens le meurtre de masse et l'expulsion de millions de personnes de Gaza, et je me fiche du nombre de personnes tuées au Liban, et je ne me soucie pas particulièrement de la quantité de territoires syriens qu'Israël saisit et contrôle. Et d'ailleurs, s'ils veulent prendre le Sinaï et avancer vers le canal de Suez, je ne vais pas les arrêter. » Eh bien, Monsieur le Président, vous avez alors beaucoup de problèmes. Pourquoi sommes-nous impliqués dans tout cela? Cela n'a aucun sens. Nos intérêts ne sont pas servis par le projet du Grand Israël. Qu'est-ce qui nous intéresse dans la plupart du monde, la plupart du temps? La stabilité et la prospérité. Nous voulons faire des affaires, nous voulons du commerce, c'est ce que nous avons historiquement fait de mieux, mais nous ne sommes même plus intéressés par cela. Je pense que le moment unipolaire a pu nous rendre paresseux et ignorants de la stratégie. Parce que, sous cet angle, nous sommes tous devenus un peu comme les Britanniques en termes de maximisation du pouvoir. La seule source de stabilité est l'hégémonie. Et étant donné que notre hégémonie fait avancer la démocratie libérale, cela la rend également vertueuse et toute opposition essentiellement maléfique à détruire. Donc, nous n'avons plus vraiment beaucoup de réflexion stratégique. Mais juste pour conclure, en revenant aux négociations, voyez-vous une voie ou une possibilité diplomatique pour mettre fin à cette guerre? Parce que beaucoup de gens soulignent que Zelensky est dans une position très difficile. S'il fait des concessions, les nationalistes ou les fascistes le feront tuer. S'il ne fait pas de concessions, l'Ukraine sera détruite. En même temps, quelles autres concessions les Russes seraient-ils prêts à faire, étant donné qu'ils considèrent cela comme une menace existentielle et qu'ils gagnent effectivement? Y a-t-il donc réellement un point de rencontre? Ou cette guerre doit-elle se terminer sur le champ de bataille? Je sais que cela semble un peu cru et brutal, mais comment évaluez-vous cette situation? Eh bien, deux choses. Parfois, les guerres se terminent lorsqu'une guerre civile éclate dans l'une des nations. En fin de compte, nous avons eu une paix soudaine en novembre 1918, et c'était à cause des troubles à l'intérieur de l'Allemagne elle-même. Il y avait cette préoccupation que l'Allemagne pourrait être détruite si elle ne mettait pas fin à la guerre en raison des troubles sociaux et politiques à l'intérieur du pays. Je pense que, franchement, vous pourriez voir quelque chose de similaire en Ukraine, mais tragiquement, tant de millions d'Ukrainiens sont partis et il n'en reste pas tant que ça pour la taille du pays. Je ne sais pas si c'est même possible.
Donc, vous savez, normalement, je penserais que quelqu'un comme Zelensky serait écarté par son propre pays et remplacé par quelqu'un d'autre qui comprend que c'est le moment de trouver une solution et de sauver le pays. C'est donc un exemple. Vous savez, j'essaie de trouver une autre façon de voir cela qui serait utile. Et je pense qu'il faut remonter jusqu'à Eisenhower dans les années 50. Si Eisenhower était le président des États-Unis et que votre premier ministre venait dire « Nous sommes d'accord avec vous, la Russie est un terrible danger et la Russie doit être arrêtée, etc. » Eisenhower sourirait et dirait « Eh bien, la Russie n'a pas envahi, n'est-ce pas? La Russie ne vous a pas attaqué, n'est-ce pas? Y a-t-il des preuves que les Russes prévoient de le faire? » Et les réponses, je pense, seraient non. Et donc Eisenhower dirait, vous savez, si j'étais norvégien et que je bordais la Russie, une nation de 140 millions d'habitants, et que je n'avais que 5 ou 6 millions de Norvégiens, j'essaierais de trouver un moyen de m'entendre avec mon voisin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Eisenhower était un grand défenseur de la neutralité. Il était ravi lorsque l'Autriche est devenue neutre, parce qu'il n'arrêtait pas de dire à tous ceux qui voulaient bien l'écouter du côté militaire, « Nous ne pouvons pas tout défendre. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous n'avons pas les forces suffisamment grandes pour défendre ces endroits. Donc nous devrions neutraliser plus de pays. » Il aurait été fondamentalement opposé à l'élargissement de l'OTAN parce qu'il disait « C'est fou. Comment pouvons-nous défendre la Roumanie? Comment pouvons-nous défendre la Bulgarie? Comment pouvons-nous défendre le littoral baltique? » Nous ne pouvons pas. Je veux dire, c'est un peu comme agiter un chiffon rouge devant votre adversaire potentiel. Donc vous avez raison, il doit y avoir une certaine rationalité. Mais nous avons affaire à des médias et des militants politiques, des lobbies, qui sont là pour poursuivre leur agenda avec nos ressources, nos forces, tout cela au détriment de nos intérêts stratégiques. Donc vous devez vaincre cela chez vous, tout comme vous devez vous débarrasser de Zelensky et arrêter cette guerre avant que davantage de territoires ne soient perdus, ce qui, je pense, est maintenant inévitable. Mais personne ne semble savoir comment le faire. Je veux dire, en ce moment, si vous êtes assis là à Moscou, que vous êtes le chef de l'état-major général, où voudriez-vous être lorsque la guerre en Ukraine se termine? Je pense que je voudrais être sur la ligne du fleuve Dnieper, parce que c'est une position défensive naturelle. Vous savez, ça vous offre un certain degré de sécurité dans une zone plus large. Ensuite, vous pouvez débattre de l'opportunité de prendre Odessa. Je sais que les Russes aimeraient le faire parce qu'historiquement, c'est pas ukrainien, c'est russe. Mais ils peuvent décider que cela pose plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la réflexion. Kharkiv en est un autre. Je pense que les Russes insisteront là-dessus. Mais encore une fois, je ne sais pas exactement ce qui se passe. D'un point de vue purement militaire, si je conseillais en tant qu'officier général dans l'armée russe, je dirais, Monsieur le Président, arrêtons-nous à la ligne du fleuve. Tenons cette position et faisons-en la limite finale de l'avancée. Si nous avons encore des problèmes, nous pouvons toujours la franchir et marcher plus à l'ouest. Mais ce serait mon objectif, et il y a de fortes chances que cela puisse être accepté. Cela signifie que les Russes, s'ils décident de se retirer et d'abandonner une partie pour une raison quelconque, peuvent le faire. Je veux dire très franchement, ils n'ont pas besoin de contrôler tout ce territoire. Mais ce qu'ils doivent s'assurer, c'est qu'il n'y ait pas de force ukrainienne ou étrangère du côté est de la ligne du fleuve, je suppose. Eh bien, j'aimerais qu'il y ait un renouveau de la réflexion stratégique. Eh bien, vous enseignez, vous êtes professeur, sortez et enfoncez cela dans la tête des gens. Dites aux gens de maîtriser leurs émotions.
C'est notre problème. Tout est émotion. Rien n'est raisonné. Oh, je suis d'accord. Au moins dans ce pays, pendant la guerre froide, ils avaient l'habitude d'équilibrer la dissuasion avec l'apaisement. Donc ne mettez pas les Américains ou les Britanniques dans le Nord. Mais maintenant, vous savez, l'apaisement signifie que vous devez reconnaître que les Russes ont des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Ce qui est, oui, de l'apaisement maintenant. Donc, vous ne pouvez même pas reconnaître leurs préoccupations en matière de sécurité, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir d'apaisement, ce qui signifie que le seul instrument dans la boîte à outils est la dissuasion. C'est pourquoi nous construisons maintenant des bases américaines sur notre sol. Nous allons faire de l'Arctique une ligne de front contre les Russes. Encore une fois, la diplomatie, nous avions l'habitude de dire dans tous les conflits, au moins commencer à parler. Maintenant, la diplomatie est aussi de l'apaisement et dangereuse. En effet, des concessions ou même des négociations seraient une récompense pour Poutine. Donc nous ne pouvons même plus parler. Je pense que la raison a disparu. C'est ma principale préoccupation. Oui, non. Je pense que vous avez raison. Juste une dernière anecdote qui pourrait bien éclairer ce problème pour nous tous. J'ai eu le privilège d'écouter un appel téléphonique qui a eu lieu entre le secrétaire à la Défense Bill Perry en 1995 lors de ces discussions et des conseillers militaires de haut rang. Et ce qu'il leur a dit à l'époque, j'étais un lieutenant-colonel promouvable. Je n'étais pas encore devenu colonel à part entière. Il leur a dit, écoutez, aucun accord n'est mieux qu'un mauvais accord. En d'autres termes, ne signez aucun accord de paix de quelque nature que ce soit, à moins qu'il n'ait du sens. Deuxièmement, nous ne voulons aucun résultat territorial qui inclut des corridors d'encens. En d'autres termes, nous ne voulons pas revivre cela. Et enfin, nous ne voulons rien qui engage les forces terrestres américaines pour plus de quelques mois dans les Balkans. Je pensais que le secrétaire Perry avait 100% raison. I thought Secretary Perry was 100% correct. You don't have to be a Democrat or a Republican to Vous n'avez pas besoin d'être démocrate ou républicain pour apprécier l'intelligence et le point de vue d'un homme comme ça. Il a été un bon secrétaire à la Défense. Maintenant, malheureusement, il n'a pas été écouté. Et finalement, malgré nos meilleurs efforts pour éviter ce qu'on appelle l'affaire du corridor de Danzig, nous avons fini par avoir quelque chose de similaire qui s'étend jusqu'à Srebrenica, l'autoroute de la République bosniaque jusqu'à Srebrenica. Quoi qu'il en soit, nous avons fini par avoir un fort permanent là-bas au Kosovo, et nous avons toujours une présence militaire européenne dans les Balkans, pas beaucoup en termes américains, mais nous sommes coincés dans ce camp Bondsteel au Kosovo. Donc nous devons revenir à l'essentiel. Et encore une fois, tout cela découle d'un échec à apprécier nos limites. Et c'est un énorme problème pour les États-Unis. Si vous écoutez le président Poutine, chaque fois qu'il parle, il est très clair qu'il voit des limites au pouvoir, aux capacités et aux intérêts russes. Cet homme n'est pas un imbécile. Et il comprend que l'objectif est de mettre fin à cela et de revenir à la construction de la prospérité et du commerce. Alors, quand vous demandez, que va-t-il finalement faire? Il a déjà prononcé un grand discours à ce sujet devant tous les économistes et industriels en Russie. Et il a dit, oubliez l'Occident. Vous savez, nous ne pouvons compter sur personne là-bas pour se ressaisir et se comporter de manière rationnelle. Donc nous allons nous concentrer en interne et nous allons nous tourner vers l'Est et le Sud pour développer nos relations commerciales là-bas. Il nous a donc déjà en quelque sorte rayé de la carte, vous savez, avec un pied dans l'asile de fous. Et je ne pense pas qu'il ait tort, je pense qu'il a raison. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui réfléchit. Tout est émotion. Eh bien, colonel McGregor, c'est toujours fascinant de parler avec vous. Merci encore pour votre temps. Bien sûr, Glenn Ravithace.